Bienvenue. Donc on va essayer ce soir de défricher un petit peu le mode d'emploi qu'on pourrait avoir avec nos jeunes générations. Et je vais vous parler ce soir de la génération Z, c'est-à-dire celle qui est venue après la génération Y. Alors là, vous avez quelques idées de date. On dit la génération X, c'est à peu près jusqu'aux années 80. Dans les années 80 jusqu'à 95 presque, on parle de la génération Y. Et puis la génération Z, c'est celle qui vient après. C'est presque la même, en version hyper connectée. On va essayer de voir le mode d'emploi. L'objectif, c'est pas de changer qui on est, mais c'est bien de comprendre qui est l'autre pour pouvoir travailler ensemble. Alors mon objectif, il est assez simple. Tant que, je vais prendre l'exemple de vos enfants, les plus jeunes d'entre vous m'excuseront, mais tant qu'ils étaient petits, et si je demande aux parents parmi vous, vous me direz que c'était il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient petits. Ils avaient autour d'eux des adultes pour leur fixer un cadre, pour leur dire ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. Mouche ton nez, dis bonjour à la dame, tiens-toi droit, apprends tes leçons, fais tes devoirs, coiffe-toi comme ça, t'habille pas comme ça, on parle pas comme ça. Enfin, on leur a appris tout ce qu'il fallait faire pour devenir grand. Et comme il nous arrive ici au lycée, on voit que ça a plutôt bien marché, parce qu'ils ont l'air grands quand même, au moins physiquement. Sauf que souvent, quand ils arrivent au lycée, ils en ont marre. Ils en ont marre que ce soit les adultes qui passent leur temps à leur dire ce qu'il faut faire. Ils en ont marre qu'on décide de leur vie à leur place. Ils en ont marre qu'on leur dise fais comme ci, fais comme ça. Ils voudraient bien passer à l'étape d'après où c'est moi qui décide de mes objectifs et de l'itinéraire qui va m'y conduire. C'est ma vie après tout, donc je décide de là où j'ai envie d'aller et de comment j'ai envie d'y aller. Et en même temps, ils aiment bien la situation précédente. Ils aiment bien parce qu'elle est très très confortable, parce que c'est toujours de la faute des autres. C'est de la faute du prof comme elle expliquait, c'est de la faute du copain qui bavardait, c'est de la faute de papa qui n'est pas là, c'est de la faute du contrôle qui était trop dur, c'est le ballon qui était ovale, enfin globalement, c'est toujours de la faute des autres. Ce qui est assez confortable, parce que quand je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes réussites. Et pour nous, au lycée, c'est un vrai projet. Parce que le but, c'est que ce soit leur bac à eux. Ce ne sera pas le bac des parents, ce ne sera pas le bac du lycée, ce sera leur bac à eux. Par contre, ça veut dire aussi que je suis responsable de mes stratégies les moins bonnes, et parfois même de mes échecs. Quand on est responsable du pire et du meilleur. C'est un vrai choix de vie, hein. On est d'accord que parmi les adultes, vous en connaissez sûrement qui sont encore victimes de leur vie. Et quand ils sont adultes, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des impôts, c'est de la faute des gilets jaunes, c'est de la faute des immigrés parfois, mais c'est toujours de la faute des autres. Et à l'inverse, on connaît des jeunes, ou des moins jeunes, qui sont capables de dire ma vie, elle m'appartient, mon bonheur, il m'appartient, et vous pouvez bien me confiner chez moi si vous voulez, je continuerai d'être heureux parce que je l'ai décidé. C'est un choix de vie. Vous comprendrez bien que l'objectif du lycée, c'est de faire ce choix de manière éclairée, et c'est d'aider chacun à pouvoir exercer sa liberté. C'est-à-dire choisir la liberté de droite, où j'assume ce que je choisis pour le pire et pour le meilleur, ou choisir la liberté de gauche, où je subis, où je choisis de subir ce qui m'arrive, et ça va être long et fastidieux. Donc ce soir, un petit mode d'emploi pour essayer de prendre les manettes et décider soi-même de son avenir. Je reviendrai sur quelques fondamentaux des adolescents au fur et à mesure. Surtout, ce que je vais vous demander ce soir, c'est d'avoir la liberté d'être d'accord ou pas avec tout ce que je vais raconter. Et vous avez le droit de sortir d'ici en pensant que c'est pas du tout, que ça correspond pas du tout et que tout ça, ça mérite d'être mis à la poubelle.
Pour moi, c'est le fruit d'une expérience de maintenant presque 25 ans d'expérience auprès des adolescents, au service de l'enseignement catholique. Voilà, je vais vous livrer un petit peu le fruit de ces années de travail et d'expérimentation auprès des jeunes. Maintenant, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, et même à la fin, si vous souhaitez poser des questions. Alors, je passe sur ça que j'ai déjà dit. La génération, enfin les générations précédentes, et ce depuis quelques siècles, ont été construites mentalement, ont été vraiment fondées sur ce travail dont vous vous souvenez peut-être les plus anciens d'entre vous. C'était ce travail de synthèse. Vous vous rappelez? On mettait toutes les feuilles sur une grande table et on allait piocher la substantifique moelle de chacun des documents pour être capable de faire une synthèse. C'était un travail assez long et fastidieux, mais ça a amené finalement à une capacité d'analyse et de synthèse intéressante. La mentalité des générations qui ont précédé, et peut-être la vôtre si vous faites partie de ces gens-là, a vraiment été construite comme ça, avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça génère. En effet, dans les avantages, on sait que c'est un travail qui peut être très fin. On va arriver à une capacité d'analyser des systèmes complexes, à comprendre le monde d'aujourd'hui, la politique, la géopolitique, à comprendre des choses un petit peu compliquées, voire même à construire des systèmes un peu compliqués. Voilà. Alors on sait évidemment que c'est un système de pensée qui est plutôt long. Oui, parce que quand on prend le temps d'analyser tous les éléments avant de faire quelque chose à la fin, c'est long et fastidieux. On nous le reproche parfois d'ailleurs, les générations suivantes nous le reprochent d'être lent à la comprenette ou long à l'action. Évidemment, quand on nous met un article comme ça dans la main, ça devient compliqué. Parce que la première question qu'on va poser, c'est où est le mode d'emploi? Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais comment je fais? Je suis un peu perdu, moi. J'ai pas de mode d'emploi, j'ai peur de tout casser. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, parce que cette génération-là a été habituée à avoir tous les éléments pour pouvoir agir et prendre une décision. Et que s'il me manque des éléments, je suis perdu. C'est la même génération, quand on leur donne un meuble suédois, ils prennent la notice. Alors, surtout mesdames, parce que les hommes, on pense qu'on est meilleurs que ça. Mais ils prennent la notice et puis ils suivent. Et à la fin, le meuble il est monté correctement et tout y est. Ce qui n'est pas le cas de certaines autres générations ou de certains hommes qui vont se retrouver à la fin avec 3-4 vis et qui ne savent pas trop où les mettre. Mais le meuble tiendra coûte que coûte le temps qu'il faudra. Donc, avoir tous les éléments pour prendre une décision, ça fait partie des forces et des faiblesses de ce profil-là. Alors évidemment, quand on a ce profil-là, rien n'est perdu. Et il va falloir apprendre. On va apprendre à... la première chose, ça va être à trier, classer. Parce que vous avez remarqué que tout était au même niveau. Toute l'information est au même niveau. Et d'ailleurs, il suffit de regarder l'ordinateur des gens de cette génération-là. Ils ont tendance à avoir du mal à classer, à mettre tout en vrac dans un dossier. Et c'est compliqué pour s'y retrouver après, encore qu'eux, ils y arrivent. Donc trier, classer, organiser, ça s'apprend. Et une fois qu'on a appris d'ailleurs, on s'en sort aussi bien que les autres. Évidemment, il va falloir apprendre à se faire confiance, parce qu'un appareil comme ça, on ne saura jamais s'en servir si on n'essaye pas. Donc il faut essayer, même si on n'a pas la notice. Et ça s'apprend. Voilà, on apprend à trouver le moyen de se faire confiance, de suivre les démarches intuitives ou pas de ces appareils-là. Quand je parle de cet appareil téléphone, je parle aussi de votre lave-vaisselle, de votre voiture, voilà, changer l'heure sur l'autoradio dans la voiture, ça peut être quelque chose de compliqué. Quand on n'a pas la notice à portée de main, et même quand on a la notice, c'est pas toujours simple. Évidemment, cette génération, elle va avoir besoin d'apprendre à gagner du temps. Parce que c'est long et fastidieux d'analyser. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple. Nos jeunes, quand ils posent une question le lundi, « Maman, papa, est-ce que je peux sortir samedi avec mes potes ?»
et que maman commence par répondre, écoute, il faut que j'en parle à ton père d'abord. Ok, donc on attend lundi soir que papa revienne, et on pose la question, maman, papa, est-ce que je peux sortir samedi? Ah ben écoute, t'as pas un contrôle de maths mercredi là? Ah oui. Mais écoute, on va attendre le résultat du contrôle de maths pour te répondre. Et puis en plus, il y a la tante Josie, on ne sait pas si elle vient ce week-end, donc on attend d'avoir tous les éléments, et puis parfois le vendredi après-midi, on a une réponse quand elle n'arrive pas le samedi matin. Et ça, nos jeunes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces éléments-là pour prendre une décision? C'est oui ou c'est non, mais c'est tout de suite, quoi. Il y a pas... On dit d'ailleurs que c'est une génération de l'immédiat. Ce n'est pas le cas de la génération analytique. Alors comment ils sont nos jeunes? Notre génération X et Y, là. Enfin Y et Z, pardon. Je parlais de la génération X juste avant. Donc là, on parle de la génération Y et Z. Et bien, ils ont une tête qui est fabriquée avec des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Menu, sous-menu, sous-sous-menu, tout est construit comme ça, dans leur tête. Alors ça a quelques avantages. C'est que c'est beaucoup plus rapide. C'est très rapide comme manière de penser. D'accord? C'est une manière très efficace d'analyser la situation et de ranger les informations. Et on a un gain de temps substantiel. C'est un inconvénient quand même, c'est que c'est un peu superficiel comme manière de réfléchir. Une fois que j'ai mis dans la case tous pourris, les parents, les profs et les politiques, c'est un peu pauvre comme réflexion. Les professeurs diront d'ailleurs sur les copies, il faut approfondir ta réflexion. Ce qui est un peu compliqué à comprendre pour eux quand ils savent qu'ils ont une feuille qui fait quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. Approfondir, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Mais évidemment que voilà, ils ont tendance à faire tout blanc, à faire tout noir, à réfléchir un peu trop vite. Et parfois c'est moins fin, quoi. C'est une analyse qui est moins pertinente. Et en même temps, c'est le même mode de construction que les outils numériques. D'où l'aisance naturelle, même sans avoir appris, qu'ils ont face à ces outils-là. Aucun problème avec ces outils qui sont construits comme leur cerveau. Ou inversement, on ne sait pas trop. Mais menu, sous-menu, sous-sous-menu, aucun problème. Faire démarrer pour arrêter un ordinateur, aucun problème. Pour certains, ça sort de la logique. Pour eux, ça pose aucun problème. Alors évidemment, quand il s'agit de faire rentrer les idées dans des cases, ben ça va être compliqué d'aborder des systèmes complexes. Intéressez-vous à la politique en France. Alors, ils sont gentils ou ils sont méchants? Ils sont de droite ou de gauche? Parce qu'on a un président de gauche qui fait une politique de droite, un premier ministre de droite qui fait une politique de gauche. On ne comprend pas trop, c'est compliqué, c'est plein de nuances. Et les nuances, ça ne rentre pas bien dans les cases. La géopolitique, l'international, tous ces grands sujets, c'est un peu compliqué de s'y intéresser quand ça rentre dans des cases, quand ça doit rentrer dans des cases comme ça. Ils préfèrent les sujets plus faciles à trier, quoi. Les jeux vidéo, les matchs de foot. Ah, ça, les matchs de foot, il n'y a aucun problème, ça rentre dans les cases. Hein. Les matchs de rugby aussi. Hein. Ils ont gagné ou perdu, ils vont ensuite se retrouver face à telle autre équipe. Et ça rentre dans les cases sans aucun problème. Donc un mode de pensée, certes, très rapide, certes, capable d'être intuitif et efficace, mais qui manque un peu de finesse, d'approfondissement, et qui manque souvent de capacité à s'occuper de systèmes un peu plus complexes. Alors heureusement, rien n'est perdu parce que cette génération-là, qui ont un profil séquentiel, ils peuvent très bien apprendre à étoffer, élargir leur pensée, approfondir. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Voilà. Une fois que j'ai mis tous pourris, les politiques, les parents, les profs, je peux aussi revenir sur mon analyse et dire mais oui, mais en fait, les politiques, il y a peut-être 2-3 idées que je voudrais récupérer. Les parents, finalement, je les aime bien quand même, et puis j'ai peut-être quelque chose à tirer d'eux, un peu d'expérience, un peu d'argent de poche ou un truc comme ça. Et puis les profs, éventuellement aussi, on peut essayer d'en attraper 2-3 trucs sympas, pourquoi pas. Il va falloir leur apprendre, parce que ça s'apprend,
Voilà, à approfondir, à remettre, à redigérer. Pour prendre un exemple, brevet des collèges, fin de 3e. L'épreuve de français, elle dure 2 heures. Les 2/3 des élèves ont fini au bout de 3/4 d'heure. Et ils passent 1h15 dans le meilleur des cas à se tourner les pouces quand on ne les autorise pas à sortir avant la fin. Parce qu'on ne leur a pas appris forcément à remettre sur le métier leur ouvrage et à approfondir jusqu'à obtenir un résultat qui sera meilleur. Alors évidemment, on va leur apprendre aussi à fiabiliser leurs informations, à fiabiliser leurs réponses, parce que la première réponse, celle qui vient tout de suite là, c'est pas toujours la meilleure. Et c'est pas parce qu'il répond à la question le lundi que le vendredi, elle sera toujours bonne. Même si la réponse des parents, elle a mis plus de temps à cheminer, parfois elle sera plus fiable. Et puis on va leur apprendre à prendre le temps. Voilà, prendre le temps de digérer l'information, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'intention. Tout ça, ça s'apprend. Une fois qu'ils auront appris ça, finalement, il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas les bons et les moins bons, c'est pas ça. Il y a ceux qui fonctionnent comme ça et ceux qui fonctionnent comme ça. C'est comme si on disait les hommes ou les femmes, c'est mieux ou moins bien. Alors certes, les femmes sont souvent plus performantes que nous, mais c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Voilà. Et là encore, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un profil qui est meilleur que l'autre, mais bien de dire que c'est différent. Ce qui va être important pour chacun d'entre eux, c'est de comprendre comment fonctionne l'autre. Parce que quand mon professeur, qui parfois a un certain âge, et même pour ceux qui n'ont pas un certain âge, parfois ils ont un fonctionnement de ce type-là, parce que l'école les a formatés comme ça, et qu'ils ont toujours réussi comme ça. Et il nous dit, apprends ta leçon, et une fois que tu auras appris ta leçon, tu auras tous les éléments pour faire tes exercices. Et eux, ils nous disent, ouais, mais si je fais les exercices directement, je gagne du temps, et à la fin, ils sont bons. Parce que s'ils sont faux, je reviens, je remets dans la moulinette, hop, je recommence jusqu'à ce que ça marche. En plus, il y a les corrections à la fin du livre, donc je sais ce que je dois obtenir. Donc je vais revenir. La plupart du temps, je le fais sans même regarder le cours, et ça fonctionne. D'ailleurs, quand je joue aux jeux vidéo, je commence par jouer, je me lance dans le jeu même si j'y connais rien, et puis je tâtonne jusqu'à ce que j'y arrive. Et parfois, la première salle, je vais la faire 2-3 fois de suite. Et puis après, je progresse, et plus je progresse, et moins j'ai besoin de recommencer. Cette stratégie du recommencement, la stratégie de l'entraînement, elle est super pertinente. En tout cas, elle est très efficace pour eux. Donc quand mon professeur me dit « apprends tes leçons et après tu feras tes exercices », et que moi je me connais bien, je sais comment je fonctionne, je sais que je peux me permettre de faire mes exercices d'abord, de les faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que j'ai compris et que ça fonctionne, et que ce soit automatique. Et puis si j'ai besoin, j'irai chercher ma leçon, si jamais j'en ai besoin, mais ça se trouve, je n'en aurai pas besoin. Quand on me dit fonctionne comme ça, moi je comprends parce que je me connais que je peux fonctionner à ma manière. Parce que c'est plus efficace pour moi. Et inversement, quand les jeunes vont nous dire leur manière de faire ou leur envie, on pourra leur expliquer, tu sais, moi j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour être rassuré avant de prendre une décision éclairée. Et c'est pour ça que je ne reviendrai pas sur ma décision, parce que quand je l'ai prise, j'avais déjà tous les éléments, j'avais pris le temps de la réflexion avant, et donc quand j'ai pris ma décision, elle est irrévocable. Alors que toi, quand tu prends une décision rapidement, tu l'expérimentes, tu te rends compte que ça ne marche pas, et donc tu reviens sur ta décision. Si tu le sais, tant mieux, mais comprends que ta parole, elle n'aura pas le même poids que la mienne. Parce que moi, quand je parle, c'est parce que j'ai réfléchi avant et que j'ai pris une décision éclairée. Alors que toi, tu donnes un avis et puis tu l'expérimentes.
On place là, sur ces deux profils, vraiment deux modes de fonctionnement différents. Dans un cas, on va placer la règle d'abord, et de la règle, on apprendra à vivre. Dans l'autre cas, on va placer l'expérience d'abord, et de l'expérience, on apprendra des règles. Mais regardez-les fonctionner. Tiens, demandez à un adolescent de vous expliquer comment on fait pour changer la langue de votre téléphone. Il va vous arracher le téléphone des mains, il va bidouiller son truc là, et une fois qu'il l'aura fait, alors il reviendra vers vous et vous dira, bah regarde, il faut que tu fasses comme ci et comme ça, et comme ci et comme ça. Mais au moment où vous lui posez la question, il n'en sait rien. Il ne connaît pas la réponse à votre question. Il a besoin d'expérimenter d'abord, d'essayer d'abord. Une fois qu'il a compris, alors il va vous expliquer. Il a besoin de passer dans la moulinette et d'expérimenter, de dire bah oui c'est comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et là ça marche pas, donc je reviens en arrière, hop c'est comme ça, bah non ça marche pas, alors j'essaye là, ok. Et une fois que j'ai validé, alors je peux donner la règle. On comprend que faire l'exercice, c'est important pour eux. Parce que tant que je n'ai pas fait l'exercice, en fait, je n'ai pas compris. Je pense que j'ai compris. J'ai l'impression d'avoir compris. Mais je n'ai pas compris. Tant que je n'ai pas expérimenté. L'expérience d'abord, contre la règle d'abord. Alors, il y a plein de domaines où ce n'est pas gênant. Hein. En particulier les domaines scolaires. Il y a quelques domaines où c'est inquiétant. Quand on parle de sécurité routière, moi j'aimerais bien croire qu'ils vont respecter la règle même s'ils n'ont pas expérimenté l'accident. Quand on parle de sexualité, moi j'aimerais bien croire qu'on va expérimenter la fidélité, expérimenter la sécurité, même si on n'a pas... Enfin, qu'on va croire à la fidélité, à la sécurité, même si on n'a pas expérimenté d'abord. Et alors pour ça, il y a un facteur important qu'il faut leur apprendre. C'est que notre cerveau humain ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Notre cerveau humain ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous avez tous déjà regardé un film à la télé. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et figurez-vous que je sais, parce qu'on me l'a appris, je sais que ce sont des acteurs qui jouent les films. Ce n'est pas des vrais personnages. Et en fait, dans la vie, ils ne sont pas forcément vraiment mariés. Et celui qui est mort dans le film, en fait, il n'est pas mort en vrai. C'est pour de faux. Et d'ailleurs, ils ne sont pas vraiment amoureux. Et à la fin, ils n'ont pas vraiment des enfants. C'est pour de faux, tout ça. Je le sais, parce que je suis intelligent. Sauf que je suis capable, en regardant le film, de ressentir des vraies émotions. D'avoir vraiment peur au moment où c'est inquiétant. D'être vraiment joyeux au moment où c'est joyeux. Et de ressentir des vraies émotions. Pourquoi ? Parce que mon cerveau reptilien et mon cerveau limbique ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Heureusement, mon cortex intelligent, il est capable, lui, de faire la différence. Hein. Mais mes deux premiers cerveaux, là, celui qui gère les émotions et celui qui gère la survie, le reptilien qui gère la survie, le limbique qui gère les émotions, eux, ils ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'ailleurs, je vais vous faire une toute petite expérience, si vous êtes d'accord. Je vais vous proposer de poser vos mains sur la table, de fermer les yeux, et de vous imaginer au bord d'une plage, parce qu'il fait beau, le sable est doux, une petite brise légère, un verre bien frais, juste devant vous avec une paille, vos amis, vos enfants, votre famille auprès de vous. C'est pas du bonheur, ça ? Et voyez que vous êtes capable de ressentir ce bien-être, alors que vous savez pertinemment que vous êtes ici, à Villa-Piaz, sur une chaise inconfortable, devant une table toute petite, et que vous êtes en train de m'écouter.
votre cerveau des émotions et votre cerveau du ressenti est capable de vous transmettre des informations réelles. Vous aviez un réel bien-être avec des informations dont il sait pertinemment, grâce au cerveau intelligent, le cortex, il sait pertinemment que ce sont des informations fictives. C'est exactement la même chose qu'on fera dans l'expérimentation. Le problème de la sécurité routière, on en parlait tout à l'heure, l'expérience d'abord. Rien n'empêche de faire une expérience virtuelle. Et oui, on peut faire l'expérience de l'accident virtuellement. Et c'est pour ça qu'on leur montrera des films d'accident, des images d'accident, parce que ce sera une manière pour eux de vivre l'expérience virtuellement, pour ne pas être obligé de la vivre en vrai, parce qu'elle peut être un peu plus traumatisante. Donc l'expérience d'abord, ou bien la règle d'abord. Voilà. C'est vraiment une différence de fonctionnement. Alors je vais y arriver, c'est promis. Hop là. Alors c'est une bonne nouvelle parce que quand ils passent du collège au lycée, ils passent du monde du savoir au collège. Et dans le monde du savoir, la meilleure des stratégies, c'était la stratégie d'apprendre. J'apprends dans le monde du savoir et tout va bien. D'ailleurs, la plupart des élèves au collège, ceux qui sont un petit peu éclairés, c'est le cas de la plupart de vos enfants, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour savoir. Et d'ailleurs, on en croise un certain nombre ici au lycée qui n'ont fait absolument aucun effort au collège et qui ont eu des très bons résultats quand même, et pour qui ça s'est très bien passé. À peu près en se la coulant douce, ou en tout cas en étant attentifs en classe, ça c'était leur cas, ils étaient souvent très attentifs en classe, ou très bien cadrés, et ça suffisait à apprendre ce qu'il y avait à apprendre, et à comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Et dans le monde du collège, globalement, ça se passe bien comme ça. Je dis globalement parce que vers la fin, ça commence à se gâter, à partir de la 4e, pour être précis. Parce que dans les programmes, à partir de la 4e, on va introduire la rédaction, l'argumentation, l'analyse, la justification, la démonstration, et que tout ça, ce ne sont pas des savoirs. Ce sont des savoir-faire. Et qu'un savoir-faire, ça ne s'apprend pas. On ne peut pas apprendre un savoir-faire. Vous pouvez apprendre par cœur tous les bouquins du monde sur la natation, vous ne saurez pas nager. Vous pouvez apprendre par cœur tous les bouquins sur la danse classique, vous ne saurez pas danser. Pour savoir faire, il n'y a pas d'autre moyen que de faire. Forger pour devenir forgeron, danser pour savoir danser, chanter pour savoir chanter, cuisiner pour savoir cuisiner, rédiger pour savoir rédiger, argumenter pour savoir argumenter, faire pour savoir faire. Il n'y a pas d'autre moyen, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'exemple de savoir-faire qui ne s'acquiert pas par l'expérience. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, puisque je vous expliquais juste avant que l'expérience, c'était leur porte d'entrée à eux. Ça veut dire que de la stratégie d'apprendre, qui pour un certain nombre était un peu fastidieuse, surtout sur la fin du collège, quand il y avait une leçon à apprendre, pour un certain nombre, vous étiez obligé de batailler un peu les parents pour arriver à leur faire apprendre un truc. Et je ne vous parle pas des profs qui bataillent derrière pour leur faire apprendre des... Par contre, quand il s'agit juste de comprendre et de mettre en application, ils sont là, ils sont présents, et ça marche bien. Donc de la stratégie d'apprendre, on passe au lycée à la seule et l'unique stratégie qui marche dans le monde du savoir-faire, c'est-à-dire la stratégie de « je m'entraîne ». C'est la seule qui fonctionne. L'entraînement. Et je vais aller jusqu'au bout du raisonnement en disant, et c'est moi qui le dis, ça ne sert à rien d'apprendre ces leçons au lycée si je m'entraîne. On n'oublie pas la fin. Hein. Ça ne sert à rien d'apprendre ces leçons au lycée si je m'entraîne. D'ailleurs, vous me direz, mais il y a des trucs à savoir quand même. Il n'y a pas que des savoir-faire, c'est vrai. Il faut connaître les dates en histoire, il faut connaître les formules en maths, il faut connaître les... Bien sûr.
J'ai pas dit qu'il fallait pas connaître des choses et savoir des choses, j'ai dit qu'il fallait pas les apprendre. Tout ce qu'ils connaissent vraiment par cœur dans leur vraie vie, tiens, ils connaissent par cœur leur téléphone, ils ne l'ont jamais appris. Jamais ils se sont assis à leur bureau en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre mon téléphone. » Niet. Ils connaissent par cœur leurs chansons préférées. Ils ne les ont jamais apprises. Ils connaissent par cœur les prénoms de leurs copains. Jamais ils se sont assis à un bureau en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre les prénoms de mes copains. » Ben non. Pourtant, ils les connaissent par cœur. Ils connaissent par cœur l'organisation de la famille. Où est ma chambre? Où est la chambre de maman? Où est la chambre de mon frère? Et pourtant, jamais ils se sont dit « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre où sont les chambres de qui. » Ben non, ils le savent pourtant. Ils le savent à travers l'expérience, parce qu'ils le font souvent. Et c'est parce qu'ils utilisent leur téléphone toute la journée qu'ils le connaissent par cœur. Et d'ailleurs, vous-même, dans votre travail ou dans votre métier ou à la maison ou ailleurs, ce que vous faites régulièrement, ce que vous faites souvent, vous le savez par cœur. La connaissance, elle va venir de l'expérimentation et de l'entraînement. Les formules de maths, elles vont venir, et je vais les connaître, à force de m'entraîner. Et quand je m'entraîne, évidemment, j'acquiers le savoir-faire et le savoir qui va avec. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre mes formules de maths, puisque si je m'entraîne suffisamment, je vais les connaître. Alors, au début, quand je m'entraîne avec mon livre, avec le cahier de cours, avec tout ça. À l'entraînement, on a le droit à tout. Hein. C'est l'entraînement. Donc, on a le droit d'avoir toutes les béquilles qu'on veut. Et puis, comme moi, je ne les ai pas appris, les formules de maths, parce que le directeur, il a dit, ça ne sert à rien d'apprendre ces formules de maths. Je ne les ai surtout pas apprises. Donc, je recopie mes formules de maths dans le bouquin. Et puis, deuxième fois que je fais l'exercice, je recopie mes formules de maths. Et puis, la troisième fois que je fais l'exercice, eh ben, j'écris ma formule de maths, puis je vérifie dans le livre pour être sûr. Puis, la quatrième fois, j'ai même plus besoin de vérifier, parce que là, c'est bon, c'est rentré. À condition que je m'entraîne suffisamment, je n'ai pas besoin d'apprendre et de faire ce travail fastidieux pour eux, de commencer par apprendre. De la même manière, au niveau de la méthodologie, il y a des générations précédentes, on leur disait, vous faites d'abord un brouillon, et puis une fois que vous aurez fait votre brouillon, vous pourrez recopier au propre. C'est ce que faisaient les gens qui avaient besoin d'avoir tous les éléments, les gens qui ont un fonctionnement analytique. Et c'était intelligent pour eux. Ça leur permettait vraiment d'avoir le temps de la réflexion pendant le brouillon, on améliore, on enrichit, etc. Puis, à la fin, on recopie quelque chose de propre et de cohérent. Et là, on a affaire à une génération qui ne fait plus de brouillon. Et pour cause, ils font des brouillons qui ressemblent à des propres. Je ne sais pas si vous avez vu leurs brouillons. Moi, j'ai surveillé le brevet des collèges, j'ai surveillé le bac, et je regarde les brouillons à la fin, et je me dis, mais c'est quoi ça? Il n'a pas rendu sa copie? Je me dis, mais non, c'est mon brouillon. Mais c'est aussi propre que ton propre. Ben oui, il a écrit 2 fois la même chose. Une fois au brouillon, et puis après il a recopié au propre. Ça, c'est les élèves dociles qui font ça. Parce que les profs leur ont dit, il faut faire un brouillon. Alors, maman leur a répété le matin, il faut faire un brouillon. Bon, alors, ils font un brouillon. Mais ça ne sert à rien. Et les plus intelligents d'entre eux, ils se rendent compte qu'à faire 2 fois la même chose, c'est pas utile, donc ils finissent par ne le faire plus qu'une seule fois et ils font plus de brouillon. C'est intelligent, plutôt que d'écrire 2 fois la même chose. Ce qui est pas futé, c'est de ne pas avoir compris à quoi sert le brouillon. Et en même temps, oui, parce qu'on a dit tout à l'heure que leur premier jet, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus intelligent. Donc, c'est vrai que ça vaudrait le coup d'enrichir ce premier jet. Et de dire, tiens, je vais retravailler, mais s'il me faut un brouillon comme ça, et que moi, je relis avec eux, et je leur dis, ah ouais, mais t'as vu, là, ce que tu dis là, tu le répètes là, et puis ça, c'est mal dit, là, ce que tu dis. Et puis là, tu pourrais corriger, parce qu'il y a des fautes, et puis là, Et là, en général, je les vois se décomposer, et dire, mais attendez, vous pensez que j'ai écrit tout ça, là, et que je vais recommencer? Mais même pas en rêve. Je préfère avoir 2 sur 20, je la rends comme ça, ma copie.
s'ils avaient été un tout petit peu futés ou entraînés, ils n'auraient jamais fait un brouillon comme ça. Ils auraient fait un brouillon où on passe une ligne sur 2, voire une ligne sur 3. Et là, je vois d'ici les élèves s'insurger, mais c'est du gaspillage de papier, la planète, l'écologie, tout ça. C'est intelligent parce que du coup, quand je vais avoir besoin de l'enrichir, ce travail sur le brouillon, quand je vais avoir besoin, mais je ne vais pas être obligé de tout recopier. Je vais pouvoir rayer, ajouter, enlever, etc. Et me retrouver à la fin avec un brouillon qui a été enrichi suffisamment et qui ne ressemblera pas du tout à un propre d'ailleurs. Et quand je vais recopier, ben, je recopierai quelque chose de très différent de mon premier jet du départ. Pour ça, moi, ce que je leur recommande, c'est la stratégie suivante. Alors, excusez-moi, je zappe, je reviens après. Où est-ce qu'elle est, ma stratégie? Elle n'est pas là. Oh, on va y arriver. Mais c'est plus dans le bon ordre. Alors, c'est pas grave. Hop. Excusez-moi. S'il y en a qui sont sensibles, fermez les yeux, ça vous évitera de vomir tout de suite. On va le faire sans image. Donc, la stratégie, elle est assez simple. Elle est écrite sur vos feuilles. Tiens, vous l'avez sur les feuilles, si vous regardez bien en bas à droite. Premièrement, je m'entraîne. Ça, on a compris, l'entraînement, ça se fait avant le match et avec le coach. Ben oui. Si je prenais un jeune ici dans la classe au hasard, t'es d'accord? Et que je lui demande, est-ce que ça t'arrive parfois que le jour de la correction d'un devoir, que tu n'as pas super bien réussi, tu te dises, mais en fait c'était facile. Ça t'arrive souvent? Bah oui. J'aurais pu en prendre un autre, ça aurait fait pareil. Hein. Et tu sais pourquoi ça te fait ça? Parce que tu es une fille intelligente. Et comme toutes les filles intelligentes, ça marche pareil avec les garçons, je vous rassure, si tu fais un truc qui n'est pas terrible, et qu'on t'explique pourquoi c'est pas terrible, eh ben, tu es capable de faire mieux. Si je te dis, il vaut mieux faire comme ci et pas comme ça, ben, tu vas être capable de faire comme ci et pas comme ça. Il n'y a pas besoin qu'on t'explique 53 fois les choses, tu comprends vite. Ce qui est dommage, c'est d'avoir choisi de t'entraîner la première fois le jour du contrôle. Parce que si tu t'es entraîné avant un match, et pas toute seule, avec le coach, tu aurais montré à ton prof de maths ce que tu avais fait, ou à ton prof d'anglais, ou à ton prof d'histoire. Et il t'aurait dit, ah bah non, c'est pas comme ci qu'il faut faire, mais c'est comme ça. Et le jour du match, tu aurais fait comme ça et pas comme ci, et tu aurais une meilleure note. L'entraînement, c'est le point de départ, et ça se fait avant le match et avec le coach. Le deuxième point, c'est de faire savoir que je m'entraîne. D'accord? C'est avec le coach. Si je m'entraîne tout seul dans mon coin, moi j'ai fait ça une fois. Je me suis super entraîné pendant des semaines, tout seul dans ma chambre, à faire un spectacle de danse classique. Et puis le jour où je suis arrivé devant la scène avec 4000 personnes, et ben j'avais les foies et incapable de monter sur scène. Pas possible. Parce que mon cerveau, il m'a dit, mais qui c'est qui t'a dit que ce que tu avais répété là, c'était bien? Ben personne. Et qui c'est qui t'a dit que finalement ce que tu as fait ou ce que tu vas faire, c'est pas trop mal? Ben personne. Et donc ma confiance en moi, là, elle est tombée dans le fond du trou et je ne l'ai plus jamais revue. Enfin, pas ce jour-là en tout cas. Je ne suis jamais monté sur scène et je ne saurais peut-être pas si ce que j'avais préparé était bien ou pas. C'est essentiel de faire ce travail de va-et-vient avec le prof. C'est le rôle de la participation en classe. Vous avez remarqué quand même que ces profs un peu bizarres, ils passent leur temps à poser des questions auxquelles ils connaissent les réponses. C'est bizarre, hein? À chaque fois qu'un prof pose une question, en général, il connaît la réponse qu'il attend. Mais à quoi ça sert? Mais il ne pose pas la question pour lui. Il ne pose même pas la question pour l'élève qui sait. Et d'ailleurs, en général, c'est les élèves qui savent qui élèvent la main.
Et là, le prof, il attend. Et l'autre, il sait, alors il veut répondre. Mais non, le prof, il attend. Il attend qu'il y en ait d'autres qui lèvent la main, ceux qui ne savent pas. Parce que c'est celui qui ne sait pas qui est intéressant. Parce que c'est celui-là qui a besoin de vérifier que ce qu'il pense savoir, mais il n'est pas trop sûr, est la bonne réponse ou pas. Celui qui sait déjà, il n'avait pas besoin de poser la question, il n'en a pas besoin d'y répondre. Mais c'est celui qui avait un doute qui mérite de vérifier. Donc l'entraînement avant le match avec le coach, plus j'ai de doutes et plus je vais demander au coach, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et est-ce que c'est ça? Et ça marche au tennis, comme au baseball, comme à la danse, comme en maths ou en anglais. Avant le match et avec le coach. Donc je m'entraîne et je le fais savoir au coach pour qu'il puisse me donner des conseils avant le match. C'est important. Ensuite, je m'entraîne encore. Oui, parce qu'il n'y a que ça qui marche, donc ça ne sert à rien de faire autre chose. Et puis, j'enrichis. Et c'est là que je vais pouvoir faire mes relectures successives de mon brouillon, qui a été intelligemment construit en passant des lignes. Et donc, je vais pouvoir enrichir mon travail pour accéder à la suite. Donc, c'est vraiment très important, voilà, de rentrer dans cette démarche d'enrichissement et que mon brouillon il puisse être relu plusieurs fois, avec à chaque fois une règle différente. Je me rappelle que le prof il a dit de faire attention à la concordance des temps. Alors je fais une relecture avec la concordance des temps et je vérifie. Ah oui, le prof il a dit aussi qu'il fallait mettre une seule idée par paragraphe. Alors je vérifie, ah non là j'en ai mis deux, hop, je les sépare, je fais un rond, je fais un trait, j'enrichis mon travail. Travail d'entraînement avec l'enrichissement au fur et à mesure. Voilà. Et puis à la fin, je m'entraîne, ça c'est hyper important, il ne faut pas oublier de le faire. La mémoire, notre mémoire, vous savez que dans le cerveau, ça se passe avec des neurones, avec des dendrites, avec des axiones, tout ça. Je vous passe les détails techniques. La mémoire, c'est un truc assez simple finalement. C'est comme un chemin de montagne. Un chemin de montagne, si j'y passe une fois dans l'année, en fait, c'est pas un chemin, c'est un champ. Il va y avoir des ronces, il va y avoir des arbres, il va y avoir des feuilles, il va y avoir de l'herbe, il va y avoir tout ça qui pousse. Par contre, si tous les jours je passe au même endroit, ben, va se former petit à petit un chemin. Et si je passe plusieurs fois au même endroit par jour, voir si on est plusieurs à passer, c'est pas un petit chemin qui va se former, c'est un grand chemin. Plus je le fréquente, et plus il devient costaud ce chemin. La mémoire, c'est pareil. Plus je pratique, et plus ça devient costaud. C'est ce qu'on appelle la trace mnésique. C'est vraiment ce qui permet de fixer correctement les choses. Vous savez le temps qu'il faut pour fixer un habitus? On dit qu'il faut 21 jours pour fixer un habitus, une habitude de travail. D'accord? C'est le temps d'ailleurs, si vous regardez tous les programmes pour arrêter de fumer, pour perdre du poids, c'est le mois gratuit dans les salles de sport. Vous savez, ce mois gratuit. Un mois, c'est le temps qu'il faut, si vous y allez régulièrement, pour s'habituer. Voilà. Donc, c'est vraiment des stratégies de travail qu'il faut mettre en place pour réussir. Et puis, travailler sur la motivation, c'est hyper important. C'est le deuxième moteur du travail. D'accord? On a l'entraînement d'un côté et la motivation de l'autre. La motivation au lycée, c'est quoi? C'est le projet. C'est l'orientation. C'est pas pour rien qu'on les embête avec ça dès la seconde et en première et en terminale et que c'est pas fini. C'est parce que si j'ai pas de projet, ça va être beaucoup plus compliqué de me motiver à m'entraîner. D'ailleurs, c'est ce que font les entraîneurs de sport. La première chose qu'ils font quand ils ont un champion à entraîner, c'est de lui donner un projet. On va aller faire les Jeux Olympiques dans 4 ans, et on a 4 ans pour être prêt. Ok, et ben on y va, et on se fait un programme, et on y va. Si j'ai pas de projet, pas d'objectif, ça marche pas. Donc ça, c'est hyper important de travailler sur ce sujet-là aussi. Si je récapitule, l'enjeu de cette génération, c'est pas de faire la même chose que ceux d'une autre génération, mais c'est de les comprendre quand même. De comprendre pourquoi papa et maman, quand ils donnent une réponse, ils prennent le temps de réfléchir avant, et que leur réponse, elle sera irrévocable.
Et de comprendre, moi, que mes enfants, quand ils me donnent une réponse, je sais que je peux gratter un peu, titiller un peu pour voir s'il est sûr. S'il a bien réfléchi à tout. Parce que je sais par expérience qu'il n'a pas toujours réfléchi à toutes les conséquences de ce qu'il me dit là. Mais ça marche très bien quand on pose les bonnes questions. Alors, si je devais récapituler un petit peu notre stratégie, il va s'agir avant tout que chacun puisse fixer son objectif pour savoir où il va. Et ça, c'est important, parce que je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas d'objectif, ça va être très compliqué d'avancer. On ne saura jamais dans quelle direction avancer. Et là, on sera sensible au vent, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, surtout par les temps qui courent. Chacun son parcours, chacun son mode d'emploi. Attention, ce n'est pas qu'une question d'âge. Tout ce que je viens de vous dire là, ça mérite d'être remis au filtre de la personnalité de chacun. On est tous différents et on a des jeunes qui sont tout à fait sur un profil analytique et qui fonctionnent comme ça et ça leur va bien et ça leur réussit bien. Et ils ont besoin d'apprendre et une fois qu'ils ont appris, alors ils peuvent mettre en pratique et ça se passe bien. Et à l'inverse, on en a d'autres pour qui c'est très compliqué d'apprendre et qui préfèrent expérimenter d'abord et qui en tireront derrière les connaissances nécessaires. Trouver la stratégie qui me convient. Pour ça, il faut apprendre à se connaître un petit peu. Le rythme, on a bien compris que ceux qui ont un profil plutôt analytique, ils peuvent avoir un rythme parfois un peu taiseux, être sur un rythme de travail. La génération d'après, ils vont avoir tendance à vouloir aller plus vite. Et c'est pas forcément gênant, à condition d'aller plus souvent. De travailler moins longtemps, c'est pas forcément gênant si je travaille plus souvent. C'est une question de régularité. D'ailleurs, les profs de musique le disent très bien. Il vaut mieux faire 10 minutes de musique tous les jours que de faire 1 heure la veille du cours. C'est la régularité. C'est mon petit chemin de montagne. Si je le fais régulièrement, ça a plus de sens. L'autonomie, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? Alors, je vais vous donner la définition de Jean-Baptiste Ibon. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. C'est un homme qui est lourdement handicapé, qui est chef d'entreprise, et qui est venu l'année dernière parler à nos élèves de terminale. Et cet homme qui est lourdement handicapé, quand il se déplace, on dirait qu'il va tomber à chaque fois qu'il fait un pas, tellement c'est compliqué pour lui de se déplacer. Quand il parle d'autonomie, j'ai tendance à le croire. Bon, en tout cas, l'écouter et être attentif à ce qu'il dit lui. Et il me dit l'autonomie, c'est être capable de demander la bonne chose à la bonne personne au bon moment. Ben oui, être autonome au lycée, ça ne veut pas dire être tout seul. Ça veut dire être capable de poser les bonnes questions au bon moment aux bonnes personnes. À l'entraînement avec mon coach, si je ne lui pose pas de questions, je ne risque pas d'avoir des réponses. Et c'est le bon moment pour poser des questions, c'est intelligent à ce moment-là. Le jour du contrôle, c'est trop tard. Le jour de la correction, je peux poser toutes les questions que je veux. Je m'enrichirai, tant mieux. Mais ce sera un peu tard pour ma note. Donc l'autonomie, c'est important. Et là encore, on aura des élèves qui auront besoin d'avoir digéré le cours pour pouvoir ensuite poser des questions pertinentes. Et puis d'autres qui poseront des questions spontanément dès le départ, parce qu'ils ont besoin d'expérimenter et de s'enrichir après. Et il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, même si le deuxième parfois est un peu pénible, parce qu'il a tendance à poser des questions plus vite que son ombre, avant même d'avoir réfléchi. Mais il a besoin de ça, parfois il a besoin de ça, pour pouvoir se mettre dans le travail. Alors, en bref, si je disais qu'il faut de l'entraînement, vous aurez compris pourquoi. C'est la seule et l'unique stratégie qui fonctionne au lycée, l'entraînement. Un entraînement régulier, évidemment. Pour faire simple, au lycée, un élève normalement constitué, c'est 1 heure par jour. J'inclus dans cette heure par jour le travail en études s'il est efficace, le travail à la maison
s'il est efficace. Et là, je parle d'une heure d'entraînement, hein. Je ne parle pas d'une heure à regarder ma feuille. Parce que quand je regarde ma feuille, je perds mon temps, je ne m'entraîne pas. Hein. Je m'entraîne, c'est quand j'ai le stylo dans la main et que j'agis. Ouais. Après, il y en a certains qui auront besoin d'un peu plus, d'autres qui vont aller un peu plus vite que ça, mais on va mettre la moyenne autour de l'heure. La confiance, elle vient de l'expérience. On l'a dit tout à l'heure. Hein. À condition que mon expérience, je ne l'ai pas faite toute seule. Si je me suis entraîné avec le coach m'a dit oui, ça, ce que tu fais là, c'est bien. Et donc le jour du contrôle, je suis en confiance pour y arriver. Si je n'ai pas montré mon entraînement à mon coach, je ne serai pas en confiance. Je vais avoir des doutes, je vais arriver au contrôle avec ce nœud dans le ventre que je ne sais pas dénouer, et je vais être paralysé. Donc, essentiel de construire cette confiance, la confiance en soi. Alors, ils ont de la chance, c'est qu'ils ont tous fait à l'image de Dieu, donc ils sont capables de meilleur, tous autant qu'ils sont. Parfois du pire aussi, ça peut. Mais ils sont capables du meilleur. Encore faut-il qu'on les aide à révéler ce meilleur et à travailler sur la confiance. C'est essentiel pour beaucoup d'entre eux. Alors c'est celui-là que je voulais vous montrer tout à l'heure. Je vous le redis tout à l'heure. C'est mon histoire de brouillon là. Méthode pour s'entraîner. Donc je produis d'abord. Avant d'avoir réfléchi, je produis. Si vous réfléchissez bien professionnellement, c'est ce que beaucoup d'entre vous font. Vous savez, quand on commence cet email le lundi, qu'on le met dans les brouillons, que le mercredi, on y retourne, on corrige, on enrichit, etc. Que le jeudi, on le relit avec son collègue, et que le vendredi, on l'envoie. On a fait exactement ça. On a commencé par écrire en vrac, et puis petit à petit, on a enrichi notre travail jusqu'à être capable de l'envoyer à la fin de la semaine. Je produis. Écris tout, c'est le brainstorming. Écris tout ce qui te passe par la tête. Pose-le sur la feuille. Une fois qu'il sera posé sur la feuille, alors tu vas choisir un critère. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme consigne, ton professeur? Ah bah elle nous a dit une seule idée par paragraphe. Ok, alors on analyse, on enrichit et on recommence jusqu'à ce que réussite s'en suive. Et vous voyez qu'au bout des 3/4 d'heure du brevet des collèges, ils avaient tous produit, et qu'il y en a qui se sont arrêtés là, sur le premier jet, et il y en a d'autres parce qu'on leur a appris, ou parce que c'est dans leur tempérament, qui ont enrichi leur brouillon autant de fois qu'il fallait, avec autant de critères qu'il fallait. Et ce travail d'enrichissement a fait que leur travail à la fin était plus qualitatif que ceux qui se sont contentés juste du premier jet au bout de 3/4 d'heure. Et je dis 3/4 d'heure, c'est pour ceux qui étaient sympas parce qu'ils ont fait un brouillon et qu'ils ont recopié leur brouillon en propre après, sans modification entre les deux. Donc c'est vraiment cette moulinette de je choisis un critère, j'analyse, j'enrichis, et voilà. Et là-dessus, ils sont forts d'ailleurs, vous avez remarqué, pour analyser, pour pointer les défauts des autres. C'est une de leurs spécialités, ça. Et d'ailleurs, ils sont tout à fait capables de pointer leurs propres défauts. Ils ne le font pas souvent parce qu'ils ne sont pas fous. Mais si vous regardez leur copie et que vous leur demandez qu'est-ce qui mériterait d'être enrichi, là, qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré, souvent ils sont très lucides. Ah ben là j'ai pas fait ça, ou là je pourrais faire mieux, là ok, ben petit à petit on va le faire. En conclusion, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il ne faut pas oublier de s'entraîner. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Voilà. Parce que l'entraînement, c'est une expérience et que cette génération a besoin de l'expérience avant la règle. Alors, je vous propose
la suite de ce travail-là, parce que là, je vous ai donné l'essentiel, il faut s'entraîner. Après, je vais vous inviter à l'expérimenter, au moins les plus jeunes d'entre vous, mais pourquoi pas, vous pourriez l'expérimenter, même les moins jeunes. Dans la suite, on verra comment concrètement on peut s'y prendre pour s'entraîner, parce que c'est pas si simple que ça. Parfois, il suffit de le dire, mais quand on le fait, c'est un peu plus compliqué. Donc, on ira dans le concret de voilà, quelle est la stratégie d'entraînement que je peux mettre en place pour réussir. Ça, ce sera le jeudi 8 octobre, ici même. Le 20 novembre, on travaillera sur la confiance en soi. Vers octobre ou vers novembre? Parce que le mardi, c'est le 20 octobre. Alors que... En novembre, c'est vers mardi. Alors, je vous dis pas de bêtises, c'est écrit sur le... On va trouver ça là. Calendrier Villapia. C'est celui qui est sur le site internet. Quand il y a internet. Voilà, il n'y a pas internet. C'est le 20 novembre. 20 novembre. D'accord, donc c'est pas un mardi alors. C'est un vendredi alors. C'est un vendredi. C'est marqué ça sur l'agenda du... Ouais. Très bien, alors si c'est marqué ça, c'est que c'est vrai. Il faut que je corrige mon diaporama, ça veut dire. Non, c'est partout mardi vers novembre. C'est partout mardi. Bon, alors on va... Mardi, c'est le 20 octobre. Ou alors le 20 novembre, c'est pas un mardi. Je vais vous dire ça dans mon agenda, là, parce que ça va être plus... Le 20 octobre, ça m'étonnerait, en effet, c'est doit être les vacances. Alors, novembre... Allez, hop. Vendredi 20 novembre, soirée confiance en soi. C'est bien ça. C'est vendredi 20 novembre, excusez-moi. Alors, on travaille sur la confiance en soi parce que la confiance en soi, ça s'apprend. J'ai cette chance-là, ici au lycée Villapia, d'être prof de confiance en soi. C'est ce que j'enseigne aux élèves de seconde, dans le cadre des AP, des accompagnements personnalisés. Je fais un module de 8 heures avec les élèves pour apprendre voilà, les rouages de la confiance en soi. Pendant cette soirée-là, je vous fais un condensé de ce module de 8 heures, pour que ça tienne en 1h30. Voilà, le but, c'est de comprendre comment ça marche, la confiance en soi, et d'être capable derrière de la construire quand on en a besoin. Voilà. Et puis le 5 novembre, un travail sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a jamais beaucoup plus que 35 élèves à besoins éducatifs particuliers dans une classe. On est tous un petit peu à besoins éducatifs particuliers. Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie qui nous permet de faire face à nos modes de fonctionnement et de faire en sorte que ça fonctionne quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. En attendant, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous entraîner. De vous entraîner dans tout ce que vous aurez envie, enfin, partout où vous aurez envie d'être performant. Donnez-vous les moyens de vous entraîner parce que c'est comme ça que vous deviendrez performant. Merci. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions avant de... Alors s'il n'y a pas de questions, je vais vous demander de faire comme les élèves en sortant, c'est-à-dire de nettoyer votre table. Et pour ça, on a des lingettes et du produit qui se trouve ici.